Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako. Il est 13h, la même heure à Kokofata, c'est dans la région de Kita, et à Kambila, c'est dans le cercle de Kati. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, à la une de cette édition, 72 millions d'animaux seront concernés par la campagne de vaccination du cheptel au Mali. L'opération est lancée ce matin à Kambila dans le cercle de Kati par le Premier ministre. Alousseini Touré sera en ligne de Kambila pour nous faire le point de cet événement qui se tient actuellement. Nous irons également à Kokofata, dans la région de Kita, où la première pierre de la deuxième usine d'égrenage de la CMDT de la filiale Ouest est posée ce matin par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. L'usine coûtera à l'État 22 milliards de francs CFA avec une capacité de 45 000 tonnes. Dougoufana Traoré nous fera le point depuis Kokofata. Nous parlerons également de la 8e édition du festival Vivre Ensemble. Ça se passe à Tombouctou. Et l'invité donc de cette édition est justement Madame Aminata Touré. Elle est marraine et elle est donc entrepreneur et marraine du festival Vivre Ensemble. Elle sera en ligne de Tombouctou pour nous parler de ce festival dont le thème est femmes et entrepreneuriat. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition. Et puis, le journal des sports, ce sera avec vous. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Dans ce 13h dimanche, nous reviendrons sur l'Assemblée générale ordinaire de Lac-Noa, zone 2. En football, l'Aïsral et le Djolobassé croiseront le fer ce dimanche au stade du 26 mars à l'occasion de la 9e journée du championnat national de Ligue 1. Et puis en Europe, 3 matchs intéressants sont à suivre. Liverpool, Manchester United, Bayern Munich, Stuttgart et Lille PSG. L'actualité des sports à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes avec Famourou Djourté et puis insuffisance rénale aiguë et chronique, sujet de Focus Santé de ce dimanche. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite les détails. Lancement ce dimanche de la campagne de vaccination du cheptel au Mali. Événement présidé par le Premier ministre à Kambila dans le cercle de Kati. Cette campagne vise 72 millions d'animaux. Occasion pour les éleveurs et agro-éleveurs de protéger leurs bêtes contre les maladies animales majeures comme la péripneumonie contagieuse bovine, le charbon bactérien ou encore la peste des petits ruminants. Alousseini Touré est en ligne de Kambila. Bonjour Alousseini Touré. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, est-ce que la campagne est officiellement lancée? Effectivement, il s'agit de la campagne de vaccination du cheptel malien qui s'élève à environ 72 millions de têtes, vous l'avez dit. Le thème de cette année, il faut le signaler, est le contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et l'éradication de la peste du petit ruminant au Mali. La campagne est actuellement en train d'être lancée par le Premier ministre, le chef du gouvernement. L'événement a mobilisé plusieurs ministres et un nombre important d'éleveurs et de vaccinateurs venus pour la circonstance. Le Premier ministre remettra tout à l'heure un important lot de matériel et de médicaments composés de vaccins, de matériel roulant et de matériel de froid. C'est ensuite que le chef du gouvernement procédera à l'inoculation de la première dose de vaccin à une bête. À vous, Ibrahima
Traoré. Merci beaucoup, Alouseni Touré. Je rappelle que vous étiez en direct de Kambila où le Premier ministre lance en ce moment donc la campagne 2023 de vaccination du cheptel au Mali. Eh bien, une opération qui touche 72 millions d'animaux à travers le pays. Nous irons tout à l'heure donc à Kokofata dans la région de Kita où est posée ce matin donc la première pierre de la deuxième usine d'égrenage de la CMDT par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. En attendant, en faisant un tour à Tombouctou où se tient la 8e édition du festival Vivre Ensemble. Ça se passe donc dans la cité des 333 à Saint. Les activités ont été lancées vendredi au flanc du monument de la paix. L'édition 2023 se tient autour du thème Femmes et entrepreneuriat. Je vous propose d'abord un extrait de l'intervention du ministre en charge de la culture Andogoli Guindo au lancement du festival au micro de Alpha Maïga. Votre foi en la capacité de la culture à vaincre la peur, à briser les murs de la méfiance. Tombouctou, terre d'hospitalité, un creuset de valeurs d'humanisme. Tombouctou s'est naturellement imposé comme une terre de rencontres et d'échanges. Ces échanges fructueux et créatifs sont bien sûr l'une des bases de cette diversité ethnique. Parce que Tombouctou, c'est une mosaïque de population. À l'instant, le ministre en charge de la culture, Andogoli Guindo, au micro de notre envoyé spécial à Tombouctou, Alpha Maïga. Et nous avons en ligne de Tombouctou Madame Aminata Touré, elle est entrepreneure et marraine du festival Vivre Ensemble. Madame Touré, bonjour. Bonjour. Alors, que vous inspire le thème de cette édition Femmes et entrepreneuriat ? Alors, le thème de cette édition m'interpelle à plus d'un titre. Déjà, l'entrepreneuriat, je suis une femme active à l'entrepreneuriat au Mali depuis 10 ans. Et en tant que femme aussi, je pense que j'ai beaucoup à partager avec mes sœurs. Donc, le thème, vraiment, il est très accrochant et ça m'a beaucoup parlé pour me motiver à participer à marrainer cette 8e édition du festival Vivre Ensemble. Alors, en quoi ce festival peut-il promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans une ville comme Tombouctou ? Ce festival peut promouvoir l'entrepreneuriat à plus d'un titre parce que ça va permettre en fait aux sœurs tombouctiennes de voir autre chose que ce qu'elles ont l'habitude de voir. Moi, en tant qu'entrepreneur femme installée à Bamako, je pense que ça fait 10 ans que je suis dans les couloirs de l'entrepreneuriat et j'ai beaucoup de choses à partager. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant les différents ateliers et les panels d'échange qu'il y a eu. Vraiment, nous avons fait on a essayé de faire une feuille de route pour changer un peu l'organisation des femmes entrepreneurs tombouctiennes. Donc, je les ai conseillées, je les ai orientées et vraiment, nous les femmes entrepreneurs de Bamako, nous restons disponibles pour tout ce qui est question relative à l'évolution de leur activité. Donc, c'est dans ce cadre qu'on fait bien qu'on les rallie un peu à nos différents réseaux qui existent à Bamako. Et que font essentiellement les femmes de Tombouctou comme activité? Elles font beaucoup de transformations. Moi, j'ai rencontré des femmes qui font des transformations et de la valorisation des déchets, font des pavés, ils la partie des déchets de Tombouctou. J'ai rencontré des femmes également qui font la transformation des produits agroalimentaires comme des enceintes en nid de thé. Il y en a qui font des sirops, des jus. Il y a beaucoup de choses qu'ils font. Le problème d'emballage, le problème de financement. Donc, je ne vous dis pas, à Bamako, déjà, on a ces problèmes. Encore à Tombouctou, je vous laisse imaginer déjà. Madame Touré, parlons du festival proprement dit. En quoi contribue-t-il à renforcer le vivre ensemble dans la région de Tombouctou? Ce festival, vraiment, ça a permis d'être ensemble, d'échanger dans la convivialité. Donc, vraiment, ça renforce encore nos liens, ça nous permet d'être encore beaucoup plus résilients. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de crises, mais on essaie d'être résilients par rapport à ça. Une dernière question. Quel message avez-vous à l'endroit de tous les Maliens qui vous suivent en ce moment sur Radio Mali? Alors, Tombouctou, c'est une ville magnifique. Il faut découvrir. Il y a la crise, j'encourage tout le monde à aller venir découvrir Tombouctou. Merci, Madame Touré. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et marraine du festival Vivre Ensemble et toutes nos excuses pour la qualité
donc de liaison depuis Tombouctou, la cité des 333 saints. De Tombouctou, rendons-nous à Kokofata dans la région de Kita, où on parle donc de la pose de cette première pierre ce matin de la deuxième usine d'égrenage de la CMDT de la filiale Ouest, une usine qui coûtera plus de 22 milliards de francs CFA avec une capacité de 45 000 tonnes. Le président de la transition est représenté par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Alors, Dougoufana Traoré, vous êtes notre envoyé spécial à Kokofata. Quels ont été les temps forts du lancement des travaux ce matin? Il faut dire, Ibrahim Traoré, qu'à Kokofata, c'est la mobilisation générale de toutes les populations de la région de Kita autour de cette cérémonie de pose de première pierre, car chacun a tenu à être témoin de cet événement historique pour la localité. Entre autres prestations remarquées, les griots de Kokofata, les chasseurs et les prestations des troupes de Kita et de Kokofata. Bref, le site de la nouvelle usine de Kokofata était noir de monde. Pour parler de l'infrastructure, la nouvelle usine de Kokofata est située à 3 km sur la route de Kita, menant à Kenyeba. Cette usine sera bâtie sur une superficie de 25 hectares, entièrement sécurisée selon la CMDT. Cette nouvelle usine industrielle comprendra un bâtiment d'égrenage, une centrale de production énergie, des ateliers de maintenance, des magasins d'intrants et d'emballage, des lubrifiants et des pièces de rechange, des logements pour les cadres, des aires de stockage, des balles de coton et une infirmerie. La nouvelle usine a une capacité de 45 000 tonnes de coton graines. Le montant total de la réalisation de cette nouvelle usine est de 22 milliards 411 millions 765 717 francs CFA sur financement propre de la CMDT et grâce à un prêt auprès de la BDM. Dougoufana Traoré, donc en ligne de Kokofata dans la région de Kita. Abordons à présent l'actualité internationale avec vous. D'abord, Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, plus de 8 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer ce dimanche lors d'un référendum sur le projet de nouvelle constitution basé sur un État unitaire décentralisé. Nous sommes au Tchad. C'est en vue de départager une classe politique et une société profondément divisée entre unitaristes et fédéralistes. Alors, question, plus de 22 700 bureaux sont ouverts toute la journée pour ce scrutin durant lequel le oui est quasiment assuré de l'emporter, n'est-ce pas? D'un côté, il y a la coalition du oui, dirigée par le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo en personne. Elle a ratissé large la quasi-totalité du gouvernement de transition, 216 partis politiques, une multitude d'associations et de chefs traditionnels en font partie. Et elle a mené sa campagne référendaire avec de très gros moyens. En face de ce rouleau compresseur, les partisans d'un État fédéral se sont émiettés au fil du temps entre ceux qui appellent à voter non et ceux qui prônent le boycott d'un scrutin qu'ils jugent totalement biaisé. Enfin, le ralliement au camp du oui de Succès Masra, l'un des principaux opposants tchadiens, a fini par les rendre pratiquement inaudibles. Dans ces conditions, la victoire du oui à un État unitaire et décentralisé lors de ce référendum ne fait quasiment aucun doute dans les deux camps. Tout le monde va donc scruter attentivement le taux de participation, d'autant plus que la coalition du oui a placé la barre très haut. Elle dit viser une victoire à plus de 80% des voix. De son côté, l'opposition a multiplié ces derniers jours les appels à la mobilisation pour le non ou le boycott du scrutin. Elle espère un taux de participation bas et une victoire étriquée du oui pour délégitimer la dynastie des débits qu'on veut imposer. Alors, Nouhoum Sissoko, quel jugement les constitutionnalistes portent-ils sur le texte soumis à ce référendum? Même si le texte présenté lors de ce référendum constitutionnel est basé sur un État unitaire, il sera fortement décentralisé, assure le pouvoir de transition. C'est du déjà vu, assurent plusieurs spécialistes qui pointent les ressemblances avec la Constitution de 1996. Le nouveau texte reprend, selon le constitutionnaliste tchadien Ousmane Houzibé, l'essentiel des dispositions de la Constitution de 1996,
considérée sur le papier comme l'une des meilleures que le Tchad a eues, même si en réalité, elle n'a jamais été mise en application. C'est une réactualisation de l'ancienne constitution, insiste le professeur, en pointant notamment la réhabilitation du Sénat ou de la Haute Cour de justice, entre autres. Autre innovation, Ibrahima Traoré, l'âge minimum pour être candidat à la présidentielle. Il a été ramené de 45 à 35 ans. Un article introduit en 2018 pour barrer la route à la candidature de l'opposant Succès Masra, qui avait 38 ans à l'époque. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Nouhoum Sissoko. Au Comores, c'est parti ce dimanche pour la campagne électorale pour la présidentielle et les élections des gouverneurs du 14 janvier prochain. Pour la présidentielle, 6 candidats sont en lice, dont le président Azali Assoumani, candidat à sa propre succession. Lassina Keita, c'est une campagne électorale qui s'ouvre dans un pays dont les défis sont assez nombreux. Tout à fait, Ibrahima Traoré. C'est une opération de séduction des électeurs qui vient de commencer aux Comores. Et c'est là pour choisir les gouverneurs et un président au scrutin du 14 janvier prochain. 6 candidats sont en lice, dont Azali Assoumani, le président sortant. Ils doivent convaincre des électeurs qui restent sur leur faim par rapport à la situation du pays, confrontés aux défis majeurs qui ont pour nom chômage, inflation, insécurité ou encore justice politisée selon certains. Cette campagne qui commence est l'occasion pour les 5 candidats de l'opposition de barrer la route au président sortant Azali Assoumani qui a dirigé le pays pendant 7 ans. Le président aussi peut mettre à profit cette campagne pour défendre son bilan à travers la construction de nombreuses routes et la réalisation en cours du plus grand établissement sanitaire du pays. À en croire à certains citoyens comme Atoumani Ali Ivesi, internaute, et Nasra Mohamed Issa, présidente de la Fédération comorienne des consommateurs, les Comoriens attendent des propositions concrètes pour stimuler l'économie du pays en créant des emplois et surtout la politique étrangère. Merci beaucoup, Lassina Keita. André Rajoelina, nous sommes à Madagascar, où André Rajoelina est désormais officiellement président de la République de Madagascar pour un second mandat. Élu avec plus de 58% des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle du 16 novembre dernier. Il a prêté serment hier au cours d'une cérémonie d'investiture dans un grand stade de la capitale, Antananarivo. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors dites-nous, quelle est la vision et les grands projets du président réélu pour les 5 prochaines années? Et tout d'abord, sa prestation de serment a été effectuée pendant une cérémonie solennelle devant les membres de la Haute Cour constitutionnelle dirigée par le président de la Cour et devant une assistance composée majoritairement de ses partisans venus de plusieurs régions. Après le serment, le président s'est vu remettre l'insigne de Grand Croix de première classe ainsi que le collier de grand maître de l'ordre national par le grand chancelier. Dans son discours, André Rajoelina a remercié tous ceux qui ont voté pour lui et l'a reconduit au pouvoir pour entamer un second quinquennat. Cette victoire est celle du peuple malgache. Désormais, nous serons victorieux sur tous les plans. Mon attachement à Madagascar guideront chacune de mes actions, a-t-il déclaré. Pour les 5 prochaines années, il promet de poursuivre les sentiers de développement qu'il a entamés durant son premier mandat, comme la construction d'infrastructures routières, scolaires et sanitaires. Il annonce une politique basée sur 3 piliers fondamentaux: le capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance. Il annonce des sanctions strictes contre les auteurs de corruption et annonce qu'il sera intransigeant sur le respect de l'intégrité. Et il a également lancé un message à l'endroit de tous les acteurs et forces vives du pays. Je suis ouvert à tous ceux qui souhaitent servir le peuple. Je n'exclus personne. Marchons ensemble pour l'intérêt de la nation, a affirmé le président élu. La cérémonie a vu la présence de plusieurs chefs d'État africains, dont les présidents de la Zambie, du Zimbabwe, de la République de Mozambique, de l'Angola, de la Guinée-Bissau, des Comores et le président de la Banque africaine de développement BAD. Ibrahim, bien qu'invité, les membres du collectif des candidats, c'est-à-dire de l'opposition, ont boycotté la cérémonie d'investiture. Merci beaucoup pour tous ces détails, Mohamed Sangaré. Et je me tourne à présent vers vous,
Bourama Traoré pour le tour d'horizon de l'actualité, du reste de l'actualité internationale. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Commençons par la Côte d'Ivoire où la justice suspend le congrès du PDCI. On doit encore patienter avant de connaître le nouveau président du PDCI. Le congrès qui devrait désigner hier le successeur de l'ex-président Ali Kona Bédié, décédé le 1er août 2023, a été suspendu par la justice ivoirienne. Les militants à l'origine du recours en justice soulignent des irrégularités dans l'organisation de ces assises. En République démocratique du Congo, la campagne pour les élections générales du 20 décembre prochain se poursuit. Le candidat à la présidentielle Martin Fayulu a tenu hier à Kinshasa son dernier grand meeting. Au cours de ce meeting, Martin Fayulu s'est d'abord attaqué au président sortant Félix Tshisekedi qu'il accuse d'avoir vendu le pays à ses voisins en acceptant de discuter avec le Rwanda. Autre grief formulé contre le pouvoir, les pillages des ressources naturelles du pays et la corruption. Sur ces questions, il promet une tolérance zéro s'il est élu. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma appelle à voter contre le Congrès national africain ainsi à son propre parti. On pourrait appeler d'une guerre déclarée entre l'ancien président sud-africain Jacob Zuma et son parti, le Congrès national africain ANC. Lors d'une conférence de presse, il a accusé le parti au pouvoir et son président Cyril Ramaphosa d'être aux mains du capitalisme blanc. Jacob Zuma annonce ne pas faire campagne pour l'ANC ni voter pour le parti aux élections générales qui auront lieu l'année prochaine. Il appelle plutôt à voter pour un nouveau parti MK qui reprend le nom de l'ancienne branche armée de l'ANC. Le parti au pouvoir a déjà annoncé qu'il allait porter l'affaire devant les tribunaux pour préserver ce nom qui lui appartiendrait. Au Nigeria, Médecins sans frontières évacue donc du personnel après des affrontements dans le nord-ouest du pays. Des échanges de tirs entre les groupes armés et l'armée nigériane ont été entendus près de l'hôpital général de Zurmi dans le nord-ouest du Nigeria. Ces combats ont donc contraint Médecins sans frontières à évacuer une dizaine de personnes de son personnel vers la ville voisine de Gazaou. Pour l'ONG, la sécurité entrave les soins médicaux. Éthiopie, pour boucler ce tour d'horizon de l'actualité internationale, le barrage de la Renaissance toujours au cœur des tensions avec l'Égypte et le Soudan. Le troisième round des négociations est sur le point de reprendre entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur les modalités de remplissage et de mise en œuvre du barrage de la Renaissance. Ce barrage en construction dans l'ouest de l'Éthiopie deviendra la centrale hydraulique la plus puissante du continent. Bémol, il se trouve à la source du Nil bleu qui assure 75% de l'approvisionnement en eau douce de l'Égypte située en aval du fleuve. Le pays craint de perdre le contrôle sur cette ressource indispensable. Côté éthiopien, ce projet pharaonique est une fierté nationale et va permettre au pays de doubler sa production d'électricité. Merci beaucoup Bourama Traoré pour toutes ces informations à l'international. L'actualité des sports dans quelques instants. Famourou Djourté est bien installé. Très bien, Bourama Traoré. Alors, on débute cette actualité des sports avec le football. D'abord sur le plan national, le choc de la 9e journée du championnat national de Ligue 1 oppose cet après-midi l'AS Real au Djoliba AC au stade du 26 mars. Oui, c'est le grand match de la 9e journée du championnat national de Ligue 1. Les Scorpions sont en tête du championnat avec 18 points et les Rouges du Djoliba sont 3e avec 15 points. L'enjeu est clair. Le Djoliba a l'occasion de venir à hauteur de son adversaire du jour, tandis que ce dernier compte creuser l'écart. Le verdict, c'est aujourd'hui au stade du 26 mars à partir de 15h45. 3 autres matchs sont au programme ce dimanche. Il s'agit des rencontres US Bougouni AS Police sur le terrain de l'ASB, USFAS Union Sportive du Cercle de l'Équita sur la pelouse du Stade Malien de Bamako et Afrique Football Elite ATS de Koro au complexe sportif Kadali Diawara, fief de l'AS Real de Bamako. Déjà en ouverture ce samedi de la 9e journée à Ségou, l'AS Bakarijan s'est imposé par 2-0 contre Binga FC. Ici à Bamako, le Stade Malien de Bamako et 11 créateurs ont validé les 3 points contre respectivement le COB et Black Star par le même score de 2-0. Quant au duel ASCO-US Bougouba, il a été gagné par Bougouba 1-0. Toujours concernant la Ligue 1 malienne, l'ASCO a gagné 5 points par penalty. Dites-nous comment. Oui, c'est suite aux évocations sur l'AS Bakarijan et l'AS Police que l'ASCO a décroché ses 5 points sur tapis vert grâce au verdict de la commission de discipline. L'AS Bakarijan a fait jouer Abderman Traoré, transfuge de l'AS Real contre l'ASCO lors de la première journée. Un score qui s'est soldé par un nul blanc alors qu'il était sous suspension. Quant à l'AS Police, elle a inscrit sur la feuille de match 2 officiels sous suspension, Sadio Diarisso et Abdul Aziz Aydra. C'était lors de la 3e journée contre l'ASCO, un match qui avait été
été gagné par l'AS Police par 1-0. Alors la commission de discipline a tranché lors de son audience du 25 novembre 2023. Elle donne match perdu à Bakaridjan et AS Police et donne match gagné à Lasco avec ses 5 points. Lasco monte provisoirement sur la deuxième place marche du podium. Merci pour ces explications. En Europe, 3 belles affiches sont à suivre ce dimanche. Lesquels? Déjà en Allemagne, après la correction à Francfort, 5-1, le Bayern Munich est obligé de se reprendre en accueillant l'équipe surprise de la Bundesliga en cette début de saison, Stuttgart. C'est le 3e qui reçoit le 2e du championnat. À quelques semaines de la trêve, le Bayern Munich n'a pas droit à l'erreur. En France, PSG Lille est à suivre à 19h45 temps universel. Lors de la dernière visite du PSG à Lille en 2022, les champions de France avaient fait le spectacle avec 7 buts marqués. Après avoir assuré la qualification en 8e de finale de la Ligue des champions d'Europe, l'objectif des Parisiens sera de finir cette première partie de saison en force et profiter de la défaite de Monaco contre Lyon pour creuser l'écart dans la course au titre. Le PSG est sur une série de 8 victoires de suite. Et ensuite, le derby d'Angleterre est toujours un moment en particulier. Liverpool va recevoir à Anfield Manchester United pour le compte de la 17e journée de Premier League. Les Reds sont actuellement leaders du championnat anglais avec 37 points au compteur. Sur une série de 5 victoires et 1 nul sur les 6 derniers matchs, Mohamed Salah et ses coéquipiers veulent marquer un grand coup en s'offrant leur plus grand rival du royaume. Manchester United arrive à Anfield en victime. Éliminés de toutes les compétitions européennes, les Red Devils ont un retard de 10 points face à leur adversaire de ce dimanche. L'entraîneur Eric Ten Hag est sur la sellette avec l'accumulation des mauvais résultats. Manchester United va-t-il créer la sensation contre Liverpool? C'est le grand enjeu de ce derby. D'accord. La zone 2 de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNO, a tenu son assemblée générale ordinaire. C'était hier samedi. Oui, examiner les rapports d'activité financiers 2021-2023 et se projeter sur l'avenir était à l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire de la zone 2 de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, en présence des délégués des 8 pays membres. Le point avec Abdul Karim Kaba. Réunis à Bamako, les délégués des 8 pays de la zone 2 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, font le bilan des activités de l'organisation sous-régionale. Cette session est une occasion pour les administrateurs de la zone de bien travailler pour le développement du sport et de l'olympisme de la zone 2. Habib Sissoko, président de la zone 2 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. Ensemble, nous sommes porteurs d'une responsabilité sous-régionale à l'égard de nos pays et de nos sénaux, pour lesquels le sport est un formidable marqueur social. Cette ambition au souhait du mouvement olympique et sportif de la zone 2 est soutenue par les autorités de la transition. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous sommes prêts ici au Mali depuis l'indépendance à travailler à avoir une seule Afrique, une Afrique qui avance et qui travaille surtout pour ses peuples. Le Mali reste profondément attaché à l'affirmation de la souveraineté et du progrès à travers les valeurs que véhicule le sport. Il adhère pleinement aux objectifs visés par votre organisation, qui cherche à conforter sa place au sein du mouvement olympique africain. Il s'est assigné comme mission fondamentale de faire du sport le levier du progrès pour toutes et tous. Cette zone 2, dirigée par notre compatriote Habib Sissoko, est considérée comme la zone pilote au sein de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. En témoignent les résultats tant sur le plan administratif que sur le plan sportif. D'ailleurs, certains pays ont déqualifié pour Paris 2024 en sport collectif, l'équipe nationale U23 du Mali en football et d'autres en sports individuels. Voilà, c'était là l'Assemblée générale ordinaire de la zone 2 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, tenue ce samedi ici à Bamako. Merci pour toutes ces informations sportives, Famourou Djourté. Du sport à la santé dans quelques instants. Focus santé. Insuffisance rénale aiguë et chronique. Sujet de Focus santé de ce dimanche. La prise en charge à temps de la première forme de la maladie peut éviter l'insuffisance rénale chronique qui demande la dialyse. Les infections, l'automédication, l'hypertension et le diabète sont entre autres facteurs de l'insuffisance rénale aiguë et chronique. On en sait davantage dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé. Les reins ont une fonction de filtration du sang et de production d'urine.
Il régule aussi la quantité d'eau et du sel dans le corps. S'ils sont brutalement atteints, on parle d'insuffisance rénale aiguë. Elle se manifeste entre autres par la diminution des urines, la fatigue générale et parfois la présence de sang dans les urines. Les causes de cette maladie sont nombreuses. Capitaine Sadi Baba Koulibaly, néphrologue à l'infirmerie du génie militaire. On a beaucoup de cas d'insuffisance rénale aiguë suite au sepsis, aux infections. On a en obstétrique et en gynéco des cas d'insuffisance rénale aiguë post-grossesse liés soit à la prééclampsie ou bien à l'HRP, hématomie rétroplacentaire. On a d'autres causes d'insuffisance rénale aiguë telles que l'automédication, les causes d'origine médicamenteuse sur la radiothérapie. Il y a des maladies dont on ne cherche pas. L'hypertension artérielle, le diabète, c'est des maladies souvent familiales. Mais maintenant, du point de vue comportemental personnel, il faut vraiment avoir un bon régime hygiéno-diététique. Ça veut dire quoi? Consommer peu de sel, faire les sports et diagnostiquer les pathologies. C'est-à-dire consulter rapidement les professionnels de la santé pour vraiment éviter l'évolution de certaines maladies qu'on peut éviter. La prise en charge des maladies rénales dépend du niveau de diagnostic de la maladie. Il y a des insuffisances rénales aiguës quand on traite la cause. Donc on peut avoir un résultat. On n'a pas forcément besoin d'aller à l'épuration extra-rénale qu'on appelle communément la dialyse. Donc ce n'est pas la dialyse qui est forcément indiquée en cas d'insuffisance rénale aiguë. Si c'est une patiente qui au cours de l'accouchement a eu à faire une insuffisance rénale aiguë parce qu'elle a beaucoup saigné, quand on fait une prise en charge rapide en apportant une quantité assez importante de sang, en faisant la prise en charge des troubles hydroélectrolytiques et des troubles métaboliques, donc on peut avoir gain de cause. Maintenant, la prise en charge est multidisciplinaire. Si l'insuffisance rénale aiguë n'est pas prise en charge à temps, cela peut aboutir à l'insuffisance rénale chronique. À cette dernière phase, les indicateurs montrent que les reins ne fonctionnent plus. Capitaine Sadi Baba Koulibaly. Le néphrologue saura à tel moment il faut aller à la dialyse. Une acidose sévère, un œdème aigu des poumons, une hypercalémie menaçante, une anurie totale de quelque 72 heures, 96 heures. En cas d'insuffisance rénale aiguë, quand on a accès à une bonne prise en charge, y compris la dialyse, le patient, sinon la patiente a toute la chance pour récupérer sa fonction rénale. La complication la plus rapide sur ce terrain, c'est l'évolution de l'insuffisance rénale chronique. Si l'insuffisance rénale aiguë n'est pas bien prise en charge, il y a un grand risque pour que vraiment ce patient, qu'on pouvait sauver la vie en lui faisant éviter la dialyse définitive, peut se retrouver dans un tableau d'insuffisance rénale chronique qui va nécessiter la dialyse chronique pour toujours. La dialyse proprement dite est une étape qui permet d'enlever les toxines dans le sang du patient. Ça consiste à brancher le patient à un générateur qu'on appelle la machine de dialyse qui contient un rein artificiel. Le patient est connecté à ce rein-là par des lignes qu'on appelle les lignes artério-veineuses. Donc le sang du patient va être en contact avec un bain de dialyse qui contient les éléments dont le patient a besoin. Maintenant, il va se passer un échange, une sorte de diffusion entre le sang du patient et ce bain de dialyse. Ça va consister à extraire aussi l'excès d'eau qui se trouve dans le corps du patient. Modibo Keita est traité par dialyse depuis quelques temps. Il s'est dit beaucoup soulagé après sa séance qui dure 4 heures. Depuis que je suis venu ici pour ma dialyse, je me sens de mieux en mieux. Je ne souffre plus des petits malaises que je sentais avant. L'insuffisance rénale chronique, qui est la forme sévère de la maladie, apparaît lentement. Le plus souvent, elle est liée au diabète et à l'hypertension artérielle. À ce niveau, les reins cessent progressivement de fonctionner et les toxines s'accumulent dans le sang, d'où la nécessité de mettre le patient sous dialyse. Focus Santé. 13h33 sur nos antennes. Ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale le rédacteur en chef Bourama Traoré, à la mise en onde Bintou Traoré, la mise en ligne Sekou Traoré. Grand merci à Lassine Keita à la réalisation. Retrouvez dans quelques instants Famourou Djourté dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30 la grande édition du soir. Excellent moment de radio à notre compagnie et très bon dimanche.